Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure. Aujourd'hui, on propose un nouveau webinaire avec le laboratoire Nutergia et on a la chance pour l'occasion de retrouver Bruno Taillefer. Bonjour Bruno. Bonjour Solène, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour nous parler d'allergies, des allergies saisonnières. La thématique, c'est donc la nutrition cellulaire active face aux allergies saisonnières. Donc avant de vous laisser la parole, je rappelle très brièvement pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement de Livestorm. Vous pouvez à tout moment envoyer des messages dans le chat. Vous pouvez poser toutes vos questions dans la rubrique questions qui est en bas à droite. On prend bien 15 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez également, dans la rubrique questions, voter pour celles qui vous semblent particulièrement intéressantes, pertinentes, et on commencera par ces questions à la fin de la présentation. Donc, il n'y aura pas de sondage aujourd'hui de toute façon, mais n'hésitez pas en effet à poser toutes vos questions tout au long de la présentation. Je vous laisse la parole, Bruno, peut-être vous présenter un petit peu et lancer la présentation et je reviens donc à la fin. Donc merci Solène. Donc Bruno Taillefer, moi je suis spécialisé en micronutrition depuis une vingtaine d'années maintenant. À la base je suis chimiste et j'ai suivi comme vous plein de formations et notamment la licence en physiologie et micronutrition de Poitiers il y a déjà quelques années et je travaille pour Nutergia depuis 20 ans. Donc pas depuis hier. Donc Nutergia, c'est un laboratoire spécialisé en micronutrition qui se veut très scientifique et qui respecte le plus possible la nature et les produits naturels. Donc Nutergia essaye de travailler au maximum avec des produits le plus naturels possible. On dirait que voilà, je prends quelques précautions de langage parce qu'il y a un certain nombre de règlements et de réglementations que l'on doit respecter et qui parfois complexifient le travail en pur naturel, voire l'empêche complètement. Mais on essaie effectivement d'être le plus propre possible. Ce qui est notamment important puisque là on va parler des allergies et que dans les allergies, l'accompagnement des patients qui ont des intolérances ou des allergies, parce qu'on va voir un petit peu les deux. Il est important de travailler avec un minimum d'adjuvants. Moins il y en a, mieux c'est, de façon à faciliter le travail de l'organisme et éviter de l'intoxiquer. C'est pas tout à fait le sujet aujourd'hui, mais ça en fait un petit peu partie quand même. Donc l'intoxication est vraiment à éviter chez ces patients-là. Donc essayer d'utiliser les produits qui ont le moins d'additifs, le moins d'adjuvants, que ce soit en termes de micronutrition, de compléments alimentaires ou en termes d'aliments, tout simplement. Alors pourquoi les allergies? En fait, les allergies sont devenues vraiment un problème de santé mondiale de plus en plus, avec une forte croissance ces dernières décennies, à tel point que selon l'OMS, ce serait la 4e pathologie mortelle dans le monde, et particulièrement dans les pays à fort revenu, dont l'Europe fait partie, donc la Belgique aussi. 30 à 40% de la population mondiale en serait atteint. Et là, on parle d'allergie et d'atopie, hein. On ne parle pas d'intolérance, on parle bien d'allergie. Avec 3 types d'allergies qui sont principalement vues par l'OMS, donc la dermatite atopique. Donc on est sur une prévalence de l'ordre de 1 à 20%, donc en fonction du type de pays. Donc des pays à fort revenu ou à faible revenu. Plus on va vers des pays à faible revenu, moins la prévalence est importante. Les allergies respiratoires qui sont les plus fréquentes, donc 20 à 30% de la population européenne serait touchée d'une façon ou d'une autre par ce type d'allergie. Et les allergies alimentaires, on est sur une prévalence de l'ordre de 6%, toujours en Europe, puisque c'est ce qui nous intéresse. Bien évidemment, on a des chiffres très très différents quand on va dans les pays en voie de développement où les allergies respiratoires et les allergies alimentaires, alors on ne va pas dire qu'ils ne sont inconnus, mais ont une prévalence qui est très faible. Et on va voir qu'il y a des raisons pour ça, quelques-unes qui sont bien connues et pas forcément démontrées, mais en tout cas admises par la majorité du monde scientifique et médical. Alors il y a vraiment un dogme un dogme médical qui est tombé, c'est que aujourd'hui
les maladies qui tuent sont des maladies non transmissibles. Donc ce qu'on appelle les non-communicable diseases. Et il y a vraiment une épidémie de maladies non transmissibles. Et aujourd'hui, donc si on reprend les chiffres et les données OMS, il faut se rendre compte que dans les 10 pathologies qui tuent le plus dans le monde, 7 sont non transmissibles. Il y a, je dirais, 50, 60 ans, c'était l'inverse. C'était les pathologies transmissibles, donc les pathologies infectieuses, qui tuaient, de manière générale. Alors à ça, il y a beaucoup de raisons. Je vais juste en donner deux, qui sont très larges. On ne va pas rentrer dans le détail, parce que là, il faudrait vraiment aller creuser zone financière quasiment par zone. C'est qu'il y a une diminution de manière générale de la mortalité liée aux infections dans le monde, même si certaines zones, bien évidemment, restent beaucoup plus touchées que d'autres. Il y a quand même, de manière globale, une diminution de la mortalité liée aux infections. Parallèlement, il y a une augmentation, et je dirais même une très très forte augmentation de la mortalité liée aux maladies non transmissibles. Alors dans ces maladies non transmissibles, on va citer les allergies et l'asthme, qui sont un des focus de l'OMS. Tout ce qui est maladie cœliaque, on reste dans le même cadre. Tout ce qui est côlon irritable, diabète, l'obésité, les maladies type Alzheimer et autres démences séniles qui ont explosé dans les pays à fort revenu ces 20-30 dernières années. On a vraiment une explosion des décès liés à ce type de pathologie. Les cancers, la dépression, enfin bref, tout ce qui est maladie cardiaque, on va retrouver énormément de pathologies qui tuent, et la pathologie qui tue le plus, enfin le groupe de pathologies qui tue le plus, ce sont les cardiopathies ischémiques, qui sont numéro 1 dans le monde largement. Mais donc les allergies sont quand même au 4e rang. C'est donc quelque chose d'assez important. Et ce ne tient pas compte des intolérances et de l'impact des intolérances sur la santé des gens et comme facteur en fait de risque pour d'autres pathologies. Dans cette vision qu'a l'OMS, c'est très découpé. Si vous avez une vascularite, donc une inflammation vasculaire, on va s'occuper de la vascularite. On va pas aller regarder les causes éventuelles, sauf si elles sont infectieuses. Mais sinon, on ne va pas regarder à côté quelles pourraient être les causes et d'autres facteurs qui vont favoriser de façon plus ou moins importante cette inflammation qui peut elle-même dégénérer sur de gros problèmes médicaux. Alors, et c'est histoire de replacer un petit peu, on va faire la différence entre allergie et intolérance. Il y a énormément de choses qui se disent dessus. Et moi, j'ai été assez étonné, donc en préparant, parce que j'ai discuté avec 2-3 allergologues, de voir que même au sein des collèges d'allergologie, il n'y a pas de consensus sur l'ensemble des différences entre allergie et intolérance, ce qui est assez étonnant. Alors moi, je suis parti d'une définition très simple et qui, ouais, quand même un consensus de la plupart des écoles d'allergologie. Dans les allergies, il y a toujours une réaction du système immunitaire avec une production d'anticorps. Alors, il y a ce qu'on va appeler les allergies vraies, donc là, celles que tout le monde reconnaît comme des allergies, qui sont les allergies IgE médiées, donc dites allergies vraies de type 1 ou immédiates. Alors pourquoi immédiate? Parce que la réaction peut être instantanée ou décalée maximum d'1 ou 2 heures par rapport au contact avec l'allergène. On est donc sur une réponse très rapide. Pour vous dire à quel point ça peut être important et rapide, on a des cas de patients qui sont allergiques, qui le savent, qui vont réagir à la vue de l'allergène. Donc par exemple, pour des personnes allergiques aux poissons, qui ne vont pas pouvoir approcher d'un buffet sur lequel il y a du poisson, ne serait-ce que par la vue, voire qui vont réagir à une photo. Donc là, on est sur autre chose, d'autres systèmes de réponse que
les réponses IgE médiées physiques, mais c'est vraiment quelque chose d'important et il y a tout un lien avec le système nerveux qui est très important, dont on parlera un petit peu au fur et à mesure, mais sachez qu'il y a vraiment là un lien très très fort qui n'est pas toujours, enfin qui est pas très connu, pas très étudié, et il y a vraiment des liens très forts entre les deux. Alors, IgE médié, ça veut dire qu'on est sur la première ligne de défense et le risque, c'est le risque de choc anaphylactique. Il y a donc un risque mortel. Un œdème de Quincke, c'est aussi un risque mortel, par exemple. On est sur des allergies très importantes et qui ont des réponses graves et importantes. La plupart de ces allergies, dans quasiment tous les cas, elles sont liées à l'environnement périnatal, c'est-à-dire en antégrossesse, pendant la grossesse et autour de la naissance. Il y a donc un environnement TH2 de la grossesse, donc T-helper 2, donc des médiateurs de l'inflammation et du système immunitaire. Donc c'est T-helper 2 qui vont baigner la maman pendant toute la grossesse, et ce qui est tout à fait normal et physiologique, doivent, dans les premières années de vie, se rééquilibrer avec les T-helper 1, qui eux vont plus gérer tout ce qui est réponse aux agressions, donc aux infections et autres. Et ce rééquilibrage doit se faire dans les 2-3 premières années de vie. Si ce rééquilibrage ne se fait pas correctement et qu'on reste dans un environnement majoritairement TH2, le risque d'allergie est présent, même très très présent. Alors un autre type d'allergie qui là est moins reconnu, on va dire, par toutes les écoles d'allergologie, ce qu'on appelle les allergies de type 3 ou retardées. Donc elles ne sont pas médiées par des immunoglobulines de type E, mais par des immunoglobulines de type G, comme les infections. Donc là, on retrouve vraiment des mécanismes de défense contre des agents pathogènes de manière générale, et on est sur une seconde ligne de défense. Donc c'est un autre type. Là, le temps entre le contact avec l'allergène et la réponse peut aller jusqu'à 48 heures. Donc on peut avoir un temps de réponse qui est assez long, ce qui les rend très difficiles à identifier et à prendre en charge. Et ce qui les rapproche d'autant plus en fait de l'intolérance, des intolérances qui peuvent aussi avoir, enfin qui ont en général des temps de réponse qui sont très très longs. Alors, dans la définition des intolérances, elles n'impliquent jamais, dans un premier temps, le système immunitaire. Ce sont des réactions, donc le système immunitaire peut être impliqué dans un deuxième temps, mais jamais au départ. C'est vraiment la très très grande différence si on veut en faire une entre allergie et intolérance. Alors là, ça va être généralement des difficultés à gérer un élément externe. Alors cet élément externe peut être un aliment, une insuffisance, il y a une insuffisance enzymatique ou une absence complète d'une enzyme. Alors, une des enzymes les plus fréquemment absentes en Europe chez beaucoup de gens, ou en tout cas insuffisante, ça va être la lactase, enfin, les lactases. Et ce qui ne va pas amener de manière générale, enfin, sur les intolérances légères à des réactions immédiates, sont des réactions qui vont se faire sur plusieurs années. Par contre, vous avez des intolérances beaucoup plus fortes où là on est sur vraiment une absence des lactases, où la réponse peut se faire dans les heures qui suivent avec une réponse digestive, une diarrhée par exemple, qui va suivre un repas trop riche en lactase. Donc là on est sur une intolérance. Ça peut être une intolérance à des odeurs, à de la lumière, et là on rejoint de nouveau le système nerveux et l'équilibre des neuromédiateurs. Je vais juste en parler maintenant, enfin très peu pendant la présentation, parce que c'est un autre domaine, enfin, qui se rejoint, mais qui est vraiment très intéressant. Faire le lien système nerveux et allergie est vraiment très très intéressant. Et on a vraiment des liens importants. Je vous engage moi à creuser, enfin pour ceux qui sont curieux, à creuser ces liens, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes là-dessus. L'inflammation chronique est vraiment un élément important des intolérances et qu'on va retrouver aussi dans les allergies de type 3. Donc cette inflammation chronique des organes d'absorption ou de réception,
Bon, les plus connus, bien évidemment, ça va être les muqueuses intestinales qui vont s'irriter, s'enflammer. Alors, est-ce que c'est cause ou conséquence? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on retrouve. Se rappeler que les intestins d'un enfant, d'un bébé, enfin donc jusqu'à 5-6 ans, les intestins sont en partie poreux, c'est normal, c'est physiologique, mais cela peut démarrer, entraîner une inflammation sera une réponse normale, euh, sauf qu'elle dure. Et là, on va tomber dans l'inflammation chronique et ça, c'est anormal. Alors, les muqueuses intestinales, c'est très connu de manière générale, mais toutes les muqueuses, qu'elles soient ORL, pulmonaires, vaginales, etc., donc toutes nos muqueuses, et toutes fonctionnent plus ou moins sur le même schéma. Le système nerveux, inflammation du système nerveux, et là, c'est notamment pour les intolérances aux odeurs, à la lumière, qu'on va retrouver cette inflammation. Il y a d'autres exemples, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Alors, selon Wan, pardon, il y a une marche de l'allergie qui est vraiment intéressante, et là, on est sur quelque chose de normal. On n'est pas dans du pathologique ou dans du déséquilibre. Donc, tout ce qui est atopie, par exemple, va se retrouver chez les tout petits. Donc vraiment chez les enfants, les bébés. Et normalement, va diminuer jusque vers 5 ans, où là on peut retrouver un petit pic d'apparition des dermatites atopiques qui vont normalement, comme toutes les allergies, ensuite s'estomper. Donc ce qu'on voit dans ce schéma, c'est que normalement, je dis bien normalement, au cours du temps, il y a une diminution, en tout cas, de l'incidence, de la fréquence dans la population de ces pathologies allergiques. Que ce soit les allergies alimentaires, l'asthme ou les rhinites qui vont diminuer dans le temps. Et avec quand même une petite particularité, les rhinites vont plus toucher les adultes, donc les jeunes adultes, alors que la dermatite atopique touche vraiment les petits. Les allergies alimentaires, pareil, démarrent en général, c'est souvent au moment de l'introduction d'aliments nouveaux. Donc là, il y a des stratégies, il y a des choses à mettre en place pour limiter les risques d'allergies alimentaires, que ce soit des stratégies en anténatal ou en postnatal. Pareil pour l'asthme, pour toutes les allergies, il y a vraiment des choses à mettre en place chez le tout petit. Et je dirais que l'élément principal, clé, le plus facile, et je mets facile vraiment entre très très gros guillemets, c'est l'allaitement. C'est de mettre en place un allaitement qui va être un des éléments clés de la prévention des allergies chez les enfants. Mais, alors c'est facile parce que tout le monde, plus ou moins, attention, peut le faire, mais la mise en place n'est pas toujours évidente et tenir un allaitement dans le temps n'est pas simple dans le monde actuel. En Europe en tout cas, enfin, dans nos contrées. Alors, des points communs entre allergie et intolérance, bien évidemment, il y en a plein. D'abord, ce sont toutes des réactions d'hypersensibilité. Et là, de nouveau, je vais faire le lien avec le système nerveux et l'émotionnel. On s'est rendu compte que le caractère hyper émotionnel pouvait être très en lien avec une hypersensibilité au niveau intolérance ou allergie physique. Ce sont des réactions exacerbées, que ce soit des allergies ou des intolérances. On est vraiment sur des réactions qui sont trop fortes, qui sont inappropriées par rapport à l'élément. On va retrouver les éléments déclencheurs. Très souvent, on va retrouver les mêmes allergènes auxquels vont aussi répondre les personnes qui sont intolérantes. Donc là, on est dans du physique, notamment les allergies alimentaires. On va voir que statistiquement, ce sont les mêmes aliments qu'on va retrouver plus ou moins à la base des allergies et des intolérances. Il y a quelques différences, mais on retrouve quand même les mêmes déclencheurs de manière générale, ils sont très similaires. Les symptômes, alors pour les intolérances, je ne sais pas si on peut parler de symptômes parce qu'on n'est pas sur une pathologie, mais tout ce qui est problématique au niveau du tube digestif, donc gaz, ballonnement, diarrhée, nausées, les maux d'estomac, les remontées acides,
et tout ce qui est côlon irritable et tous les symptômes liés au côlon irritable, et très souvent, notamment chez les intolérants, on va retrouver si ce n'est un côlon irritable, en tout cas un début de côlon irritable derrière. Des éruptions cutanées, alors que ce soit type dermatite atopique ou des rushs cutanés chez des patients intolérants, ça peut être assez violent. Alors ce soit des flushs uniquement, des flushs rouges qui sont, on va dire, pas très gênants en tout cas, mais ça peut être des démangeaisons très importantes avec ou des sorties d'eczéma. Et parfois, il y a des liens importants entre intolérance et allergie, puisque des intolérances vont favoriser la sortie d'une allergie. Donc de nouveau, ça c'est quelque chose que j'ai pas développé, mais c'est quelque chose d'assez intéressant aussi à creuser si vous avez le temps, parce que c'est souvent, il y a souvent des liens importants. Et le dernier point commun que j'ai mis en évidence aujourd'hui, c'est l'hyperperméabilité des muqueuses. Alors de nouveau, cause ou conséquence, c'est pas toujours clair, mais en tout cas, c'est à la fois une cause et une conséquence. L'hyperperméabilité, que ce soit des muqueuses intestinales, notamment dans tout ce qui est intolérance alimentaire et allergie alimentaire, mais l'hyperperméabilité des muqueuses nasales. On parle des allergies saisonnières. La première chose, c'est d'avoir des muqueuses nasales qui font leur travail correctement. Ça veut dire qu'ils sont saines, qui vont filtrer. Et ces muqueuses nasales ont un mode de fonctionnement, on va le voir, qui est très proche du mode de fonctionnement de la muqueuse intestinale. On retrouve vraiment beaucoup de points communs et il faut prendre soin de ces muqueuses. Donc le premier élément, le tabac, la pollution aérienne, aérer, aérer les maisons de façon à faciliter, diminuer la pollution qui va venir agresser nos muqueuses nasales, nos muqueuses ORL, et qui va encrasser et rendre plus compliqué leur travail, voire qui va les rendre poreuses. Et rendre les muqueuses nasales poreuses, c'est effectivement la porte ouverte au pollen et autres allergènes potentiels qui vont venir stimuler, créer l'allergie euh, derrière. Alors, les réactions, j'ai pris l'exemple des réactions à un aliment parce que c'est, je pense, le plus fréquent et le plus simple à schématiser. Réaction anormale, on va dire, ou exacerbée à un aliment. Premier élément, ça peut être un toxique. Donc, que ce soit un aliment avarié ou un aliment qui contient un poison, nous avons des systèmes de sauvegarde, des systèmes très forts qui vont nous faire réagir de façon violente, normalement. Quand nos réflexes archaïques ne sont pas totalement annihilés par des années d'alimentation toxique, mais toxique, on va dire faiblement toxique, qui neutralise en fait tous nos réflexes et toutes nos capacités à identifier un toxique et à l'éliminer. Donc là, il y a deux réactions. Ça va être soit ça va être de rejeter l'aliment, soit par voie haute, soit par voie basse, l'éliminer le plus rapidement possible par la voie la plus courte en fonction de si c'est l'estomac qui réagit ou les intestins. Si cet aliment n'est pas un toxique directement, on va avoir des réactions éventuellement d'hypersensibilité qui peuvent être ou des allergies ou des intolérances. Donc dans les intolérances, pas de réaction immunitaire. Dans les intolérances les plus fréquentes, on a tout ce qui est FODMAP, dont le lactose. Toutes les hyperréactions, et en particulier quelque chose qui est de plus en plus fréquent, ce sont les intolérances à l'histamine ou à la tyramine. Donc c'est quelque chose qui devient très fréquent et qu'on voit de plus en plus. Et il y a tout ce qui est sensibilité aux substances ajoutées, aux additifs. Et alors là, il y en a beaucoup, beaucoup. La liste est très longue, avec des réactions qui peuvent être très, très fortes, voire des gens qui ne sont théoriquement pas allergiques, mais qui vont faire des réactions type choc anaphylactique. Alors, je ne sais pas si c'est de vrais chocs anaphylactiques ou des œdèmes de Quincke, avec donc des œdèmes importants qui vont venir bloquer la respiration. Donc on a vraiment des choses, déjà des intolérances très fortes qui peuvent se créer. Alors que les réactions FODMAP sont généralement beaucoup plus lentes
beaucoup moins fortes, beaucoup moins violentes en tout cas dans les médias, mais avec des problèmes de santé qui peuvent être très graves derrière, comme des problèmes au niveau métabolique importants et au niveau du système immunitaire, enfin métabolique, immunitaire, enfin tout est lié, donc mais qui vont se mettre du temps à s'installer. Euh, donc là, c'est vraiment prendre soin de ses intestins, et là, on peut vraiment réguler de façon importante. Au niveau des allergies, donc réaction immunitaire, on l'a déjà vu, et l'ensemble, va arriver à créer en fait une inflammation chronique. Alors normalement, dans l'allergie vraie, c'est une inflammation, on va dire aiguë, mais qui peut se chroniciser malheureusement. On a des cas où ces allergies vont finalement arriver à des inflammations chroniques, notamment parce que les patients ont du mal à mettre en place une hygiène de vie qui leur permettrait d'éviter de déclencher ces allergies, ou vont utiliser des compléments alimentaires ou des médicaments qui vont leur permettre de passer un petit peu outre ces allergies, en tout cas au niveau des symptômes immédiats, mais qui vont camoufler les symptômes plus lents et plus en profondeur. Et donc là, on peut avoir une détérioration de l'organisme, notamment liée à une inflammation chronique qui va s'installer. Et les allergies retardées, qui elles donc sont très proches dans leur mode de fonctionnement des réponses au niveau des toxiques et des infections, avec production d'immunoglobulines. Une autre différence, c'est la possibilité ou non de déclencher une réponse au niveau des IgA sécrétoires. Mais voilà, ça, j'en vais en parler assez peu. Alors, pourquoi c'est cette explosion des allergies? Donc, l'inflammation est à la base de la maladie allergique. Donc l'allergie est une inflammation, est une réponse inflammatoire exacerbée et parfois, enfin pas parfois, systématiquement inadaptée. Qu'est-ce qui va causer l'inflammation? C'est le système immunitaire. Donc là, il y a un déséquilibre au niveau du système immunitaire qui va répondre de façon inadéquate ou pas, mais en général de façon inadéquate, sinon il n'y aurait pas allergie ou intolérance. Et ce qui va causer ce manque d'équilibre au niveau de l'immunité, c'est entre autres la perte de biodiversité environnementale, notamment au niveau des bactéries de nos différentes muqueuses, de nos différents microbiomes. Donc il faut bien imaginer que chaque muqueuse et chaque partie de muqueuse est un environnement, est un ensemble environnement microbiote. Donc c'est pour ça qu'on parle de microbiome, et que l'environnement, que ce soit l'environnement au niveau des aliments, si on parle de la muqueuse intestinale, l'environnement alimentaire, mais l'environnement en termes de toxiques, l'environnement de génétique, l'environnement en termes de bactéries, l'environnement en termes de champignons, tout ça va changer, va modifier les interactions entre les différents éléments de ce microbiome, et en profondeur peut même modifier les gènes et peut même modifier l'expression des gènes. On a donc là quelque chose de très important qui est étudié depuis longtemps, puisqu'on a déjà des études qui datent d'il y a plus de 40 ans sur ces sujets-là, et avec des publications très récentes, notamment dans le journal d'allergologie clinique, donc en 2017, pour citer cette publication. Alors, environnement et allergie, c'est un énorme problème, et entre autres, l'OMS en parle de façon importante, puisqu'on a montré que dans les pays à revenus faibles, donc là, vous retrouvez à gauche sur la diapositive, on va avoir des familles nombreuses, une vie à la ferme ou dans la rue, donc une vie en contact avec beaucoup de pathogènes, une microflore intestinale qui va être équilibrée, alors que dans les pays développés, où souvent on est sur des familles avec enfants uniques ou deux enfants, enfin on est rarement sur des familles nombreuses, une vie dans un milieu urbain, donc beaucoup plus aseptisé, une hyperconsommation d'antibiothérapie alors qu'on a très peu dans les pays à revenus faibles, et
c'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a énormément d'études qui étaient publiées dans les années 80 et début des années 90 sur l'infestation, les parasitoses et l'impact très positif des parasitoses dans l'enfance. Petit aparté, il a été publié, donc il y a plusieurs publications, c'est début des années 90, sur les risques de développer notamment des pathologies auto-immunes en lien avec des parasitoses que les patients n'ont pas eu dans l'enfance. Donc il y avait vraiment un lien qui était montré entre tel type de parasite et la fréquence beaucoup plus importante de tel type de pathologie auto-immune. Et entre autres, alors je me souviens plus du parasite, mais il y avait diabète de type 1 en lien, qui pouvait être en lien dans ce lien-là avec une parasitose. Des éléments intéressants, c'est que systématiquement, en donnant le parasite, alors, bien évidemment mort, donc en faisant des préparations par voie orale des parasites, on avait une amélioration des symptômes de la maladie auto-immune. Alors je ne sais pas pourquoi il y a plus, en tout cas je n'ai plus vu moi de publication ces 20 dernières années, donc depuis début des années 2000. Ça s'est arrêté dans les années 90. Est-ce qu'il n'y avait pas d'application brevetable ou autre? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment intéressant de le noter. Et cette notion, et l'OMS, je vous dis, en parle, c'est qu'il y a quand même dû y avoir encore des choses depuis. C'est le contact avec des parasites dans l'enfance et des contacts avec des pathogènes de manière générale est très important. Bien évidemment, il faut que notre organisme soit capable de le gérer et de passer outre ces infestations. Alors, ce qui se passe normalement, vous l'avez ici, c'est un rééquilibrage entre TH1 et TH2 dans les 2-3 premières années de vie. On va être en contact au niveau de nos muqueuses et particulièrement au niveau de la muqueuse intestinale avec des pathogènes de l'environnement ou avec des probiotiques qui sont non pas des pathogènes mais des organismes externes qu'on va prendre. Et alors ils sont externes même si ce sont des micro-organismes extraits de microbiote humain. Ils ne font pas partie de la flore, enfin pas nécessairement partie de la flore endogène du nouveau-né, et ils vont donc stimuler une réponse au niveau de l'immunité intestinale, donc via notamment les plaques de Peyer, enfin tout notre système immunitaire au niveau intestin qui est extrêmement présent. Je sais que vous avez toutes et tous déjà été abreuvés à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce qui se passe normalement, et ce contact avec des pathogènes va stimuler la production de TH1, donc T-helper 1, qui va venir équilibrer les plus ou moins les T-helper 2. Donc là, on est sur un organisme qui a répondu de façon normale et qui est à l'équilibre entre TH1 et TH2. Ce qui se passe dans nos contrées, très souvent, et là on est vraiment c'est dans les tout premiers jours et tout premiers mois de vie, lié entre autres à un excès d'hygiène. Alors je n'aime pas tellement le terme excès d'hygiène, mais un équilibre, il faut un bon équilibre partout. Et beaucoup de facteurs environnementaux vont diminuer en fait la stimulation de ces TH1 et on va donc un équilibre qui ne se fait pas et on va garder un environnement qui est majoritairement TH2. Or les T-helper 2, c'est la réponse, pour être très synthétique, c'est la réponse allergique. Et donc on va faciliter, favoriser un terrain allergique qui peut se déclarer très vite ou se déclarer un peu plus tard dans le temps. C'est comme ça qu'on a des patients qui deviennent allergiques à 15 ans, 20 ans, voire un petit peu plus tard à l'âge adulte. Alors, cette polarisation TH1, TH2 qui est extrêmement importante, pourquoi? Parce que les T-helper 1 vont notamment stimuler les macrophages, les natural killers, les neutrophiles, et vont stimuler les productions d'IgA sécrétoires, qui sont des anticorps extrêmement importants au niveau de toutes nos muqueuses, et qui vont donc stimuler toutes nos barrières, notamment toutes nos barrières immédiates, et qui vont renforcer vraiment nos premières défenses. L'excès de TH2 qui va favoriser, lui, les allergies,
Donc si on le diminue, si on rééquilibre, il y a vraiment un équilibre entre TH1 et TH2, on va diminuer la sécrétion d'IgE, par exemple. Alors on en a besoin, hein, il faut quand même en sécréter, mais il ne faut pas que ce soit en excès. On va diminuer les risques, enfin l'activation des mastocytes et donc éviter des réactions aberrantes et exacerbées du système immunitaire. Et on va diminuer l'activation des éosinophiles. Donc voilà, on est vraiment sur limiter tout ce qui est, alors limiter, réguler, pardon, le système immunitaire de façon à avoir un minimum de ce dont on a besoin et pas avoir d'excès au niveau de ce qui va créer le terrain allergique. Alors, muqueuse nasale, effectivement, on a une muqueuse nasale qui est très... Alors, j'ai juste focalisé un petit peu sur la muqueuse nasale parce que c'est celle qui nous intéresse principalement dans les allergies saisonnières. Mais on voit que c'est la même structure exactement que la muqueuse intestinale. C'est pour ça qu'il y a un parallèle, fait un parallèle entre les deux, avec des cellules des cellules immunitaires, avec des cellules qui sont couplées les unes aux autres, donc des jonctions serrées qui sont importantes. Ces cellules vont filtrer vraiment, donc notre muqueuse nasale, notre muqueuse ORL va filtrer ce qui passe et va venir limiter, sélectionner ce qui a le droit de passer ou pas. Alors que ce soit au niveau des bactéries, des pollens, mais aussi au niveau des virus. C'est pour ça que dans le fond des fosses nasales, on retrouve normalement des ADN de virus. C'est que si un virus a été détruit dans cette zone-là, donc il n'a pas réussi à passer la muqueuse nasale, on va retrouver de l'ADN bactérien, de l'ADN viral, donc de micro-organismes qui ont été détruits dans nos fosses nasales. Maintenant, dès que nos fosses nasales commencent à être un peu poreuses, donc la muqueuse commence à être un peu poreuse, ça va augmenter le passage de pollen ou d'autres éléments qui vont devenir à ce moment-là agresseurs parce qu'ils vont passer dans notre système, ils vont passer dans notre corps, dans le sang, et là ils vont être reconnus comme des éléments étrangers et on va donc déclencher une réaction à ces éléments. Donc là, notre système immunitaire, si on est dans un équilibre en faveur des TH2, on est sur un premier système qui va réagir immédiatement et on va produire des IgE. Si on est dans un deuxième système, là, il faut vraiment que ça rentre dans l'organisme. Et là, on va surtout avoir une réponse IgG médiée et non plus IgE. Mais le système est un peu le même et le fait d'avoir des muqueuses qui sont endommagées va augmenter de façon extrêmement importante et les réponses allergiques et les risques d'intolérance et d'allergie IgG médiée. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des patients? De manière générale, si on veut soutenir des patients qui ont des intolérances ou des allergies, bien évidemment, la première chose, ça va être d'éliminer l'allergène quand c'est possible. C'est clair que quand on est allergique au pollen ou aux acariens, c'est très compliqué de faire une éviction totale. Mais mettre en place des systèmes, aérer les pièces, passer l'aspirateur très souvent, par exemple pour les acariens, mettre des systèmes de filtres, donc avec par exemple des aérations forcées dans les maisons. Ça se fait de plus en plus avec les VMC et des filtres anti-pollen. Après, quelque chose d'extrêmement important, ça va être de gérer l'inflammation, que ce soit l'inflammation chronique ou l'inflammation aiguë. Donc là, je reste vraiment dans des généralités, mais c'est vraiment la course au niveau des allergies. Équilibrer le système immunitaire, donc mettre en place des stratégies qui vont permettre de retravailler le système immunitaire le plus tôt possible, c'est le mieux. Bien évidemment, retravailler, renforcer les muqueuses parce que de toute façon, elles sont agressées et elles sont enflammées. Et là, je dirais, je ne connais pas de patient allergique qui n'ait pas une inflammation au niveau d'une de ces muqueuses. Et en général, ce sont les muqueuses intestinales.
Et on va travailler sur le drainage, sur l'élimination des toxines et des facteurs qui vont bloquer, diminuer les réponses normales du système immunitaire, qui vont venir perturber l'ensemble des systèmes. Alors la question est toujours par rapport à un patient donné, on peut pas tout mettre en place, ou c'est très compliqué de tout mettre en place. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, je vais vous engager quand même à travailler par exemple avec le questionnaire IOMET, qui vous permettra d'établir une stratégie au niveau de la micronutrition et de la nutrition à mettre en place avec ce patient, qui en fait va vous aider. C'est un outil d'aide pour connaître un petit peu le patient, mieux connaître le patient et l'éduquer aussi. C'est aussi un outil d'éducation du patient et d'aide pour le thérapeute. Donc là, je vous engage chez les patients allergiques, c'est vraiment très souvent intéressant. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, tout d'abord, c'est le bébé. Travailler le plus tôt possible. J'aurais même pu démarrer pendant la grossesse, mais voilà, c'est quand il y a les antécédents familiaux d'atopie, on va démarrer pendant la grossesse et conseiller un probiotique pendant la grossesse. Donc il y a de très belles études, notamment avec le Lactobacillus rhamnosus GG pris durant la grossesse dans des familles atopiques où on a une diminution de l'atopie chez le nouveau-né qui est impressionnante. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais on était à moins d'un sur deux enfin, d'atopie. On amélioré de 50% en fait le risque, on diminuait de 50% le risque d'atopie chez le nouveau-né, ce qui était quand même très important. Et là, c'était des études qui ont été faites sur le Lactobacillus rhamnosus GG, donc la souche GG, qui peut aussi être donnée. Donc, si elle n'a pas été prise pendant la grossesse, c'est de la prendre, de la donner au bébé le plus tôt possible. Surtout s'il y a aussi eu une antibiothérapie autour, c'est vraiment en périnatal, que ce soit pour la maman pendant la grossesse ou par exemple chez les femmes qui sont positifs au streptocoque B, s'ils sont mis sous antibiotiques systématiquement. Donc là, les soutenir elles et soutenir le bébé est très important. Et on va avoir une stratégie un peu différente en fonction de s'il y a allaitement ou non. En général, s'il y a allaitement, et tant que l'allaitement est exclusif, on va préférer donner le probiotique à la maman. Alors, si l'enfant n'est pas allaité ou s'il a déjà des signes, il montre déjà des signes soit digestifs, soit d'intolérance ou d'allergie, on peut alors le donner directement à l'enfant. Là, il y a deux produits moi, que je vais vous mettre en avant. On va les détailler un petit peu après. Soit l'Ergifilus plus défense, qui est vraiment donc un nouveau produit dans la gamme Nutergia, qui est orienté sur notamment tout ce qui est allergie et défense. C'est vraiment travailler le système immunitaire et c'est celui que l'on va donner notamment à la maman pendant la grossesse et pendant l'allaitement s'il y a allaitement. En général, on conseille 2 gélules par jour à distance des repas. Moi, je préfère quand les 2 gélules sont séparées, mais là, il faut s'adapter à la compliance de la patiente et à ses possibilités. Une possibilité, c'est aussi d'ouvrir la gélule. Donc, si on est sur l'Ergiflux plus défense, donc que la maman en mette par exemple un petit peu sur son mamelon au moment de la tétée. À ce moment-là, l'enfant va en prendre directement et le reste de la gélule, elle le prend elle. Alors ça, c'est doublement intéressant, même triplement intéressant. D'abord parce qu'on va traiter la maman. En mettant un petit peu de probiotiques sur le mamelon et des souches qui sont physiologiques, physiologiques humaines, notamment plusieurs que l'on retrouve dans le lait maternel, on va diminuer aussi les risques de mastite et on va travailler sur l'équilibre probiotique de l'enfant, à la fois au niveau intestinal et au niveau ORL, puisque comme il le prend par la bouche, une partie va rester au niveau de la sphère ORL et va commencer à construire son microbiote ORL.
Donc c'est intéressant comme mode d'utilisation, mais c'est bien évidemment un peu plus compliqué pour la maman, enfin pour les parents. Et l'Ergiquide infantis, alors lui, le très gros avantage, c'est qu'il est en gouttes, que ce sont des souches qui sont spécifiquement sélectionnées pour le bébé, pour la mise en place du microbiote intestinal du tout petit. Alors, l'Ergiphilus plus, on va en parler donc plus défense, on va parler un petit peu plus en détail puisque c'est la nouveauté. L'association de 7 souches de probiotiques, dont le Rhamnosus GG, et d'autres lactobacilles, et un équilibre lactobacille-bifidobactéries, donc très en faveur des lactobacilles, puisque c'est un produit vraiment à visée immunitaire, et un petit peu moins à visée, comment dire, troubles digestifs. Il sera très intéressant sur les diarrhées, mais bon. En attaque, on va généralement conseiller 3 gélules par jour et 2 gélules par jour en traitement de fond. C'est souvent la taper sur ce produit, sur l'Ergiflux plus défense. Alors, l'intérêt des diverses souches, le lactobacille rhamnosus GG, juste un petit rappel avec quelques éléments, c'est vraiment une souche qui travaille au niveau de la modulation et de rééquilibrage de la réponse TH1, TH2. Donc extrêmement intéressant et c'est vraiment, je pense, la souche où il y a le plus de publications et le plus d'intérêt à ce niveau-là. Donc chez tous les patients allergiques, elle est intéressante. Et travailler avec le LGG, c'est quel que soit le type d'allergie, ça va être intéressant parce qu'on va moduler cette réponse TH1, TH2 et stimuler un petit peu. Donc là, il faut du temps, hein, il faut prévenir les patients, ça se fait pas en 3 jours. Stimuler, rééquilibrer les TH1 avec les TH2, donc pour moduler la réponse allergique. Ça renforce la flore endogène et ça a un effet immunostimulant au niveau des muqueuses, quelles qu'elles soient, mais en particulier la muqueuse buccale. Donc là, on revient sur cette notion de muqueuse ORL qui est importante. Et on a des études cliniques chez les allergiques, pollen et bouleau, sur l'intérêt direct du Lactobacillus rhamnosus GG dans la diminution des symptômes et la production d'IgA spécifiques. Le Lactobacillus paracasei, il a été plusieurs études ont montré donc son intérêt notamment dans les rhinites allergiques parce que, et là de nouveau, je vous engage très fortement, c'est quand vous conseillez l'Ergiflux plus défense chez les patients qui ont des allergies saisonnières, c'est de leur faire croquer la gélule. Et dans l'idéal, je n'en parle pas du tout dans la présentation, mais c'est de leur faire prendre un petit peu d'oligomax multiminéral en même temps pour apporter des oligo-éléments qui vont aider eux aussi à renourrir et à stabiliser la muqueuse ORL. Le Lactobacillus acidophilus, un grand classique au niveau de l'immunité, donc je vais le passer, est intéressant notamment parce que dans les dermatites atopiques, on a montré des études sur la diminution de l'inflammation liée entre autres à la dominance des TH2. Bifidobacterium bifidum, plusieurs études sur l'intérêt au niveau de la réduction de la réaction inflammatoire et de la modulation de l'inflammation et des allergies. Donc c'est aussi une souche intéressante à ce niveau-là. Le Bifidobacterium lactis, intéressant puisqu'on le retrouve entre autres dans le lait maternel, qui va aider au niveau de tout ce qui est allergie saisonnière, puisqu'il a été montré qu'il réduit les symptômes au niveau ORL, des effets immunomodulateurs sur tout ce qui est rhinite allergique, de manière générale, mais en particulier pollen et graminées. Donc ça, c'est une étude de 2013. Et le Lactobacillus salivarus, on le retrouve dans la salive, qui est important parce qu'il diminue la réponse allergique, notamment à l'asthme. Le Bifidobacterium breve, qui est la dernière souche, si je me souviens bien, qui est un protecteur des voies respiratoires et qui a été utilisé et publié notamment dans des asthmes chroniques, qui va réduire l'infiltration de neutrophiles et d'éosinophiles dans des modèles d'asthme sévère et qui va donc in vivo
Et là, j'ai un problème avec Internet. Voilà, désolé, visiblement il y a eu une petite coupure au niveau de la connexion. Donc en synthèse, les souches utilisées dans l'Ergifulus plus défense, il y a beaucoup de données bibliographiques sur les défenses immunitaires, les allergies, l'hypersensibilité intestinale. Et vous voyez que par exemple le Rhamnosus GG va beaucoup travailler sur les défenses immunitaires. Il intervient, il y a quelques études et publications au niveau des allergies. Celui qui est le plus publié au niveau des allergies, c'est le Lactobacillus acidophilus. Et on reparle ici de l'axe intestin-cerveau, notamment avec le Bifidobacterium bifidum, qui est vraiment une souche qui aide énormément au niveau de calmer, diminuer l'inflammation du système nerveux entérique et qui a donc un effet direct ou quasi sur le système nerveux central. Alors, l'autre produit que je vous ai cité, là on est sur l'Ergiquide infantis. Donc l'Ergiquide infantis, c'est dès la naissance. Alors, grande question, je vais l'aborder tout de suite, même si je vais pas m'attarder, je vais vous la poser parce que c'est une question moi qu'on m'a souvent posée et j'ai pas de réponse claire, nette, précise en béton. C'est quid chez un enfant né avant terme? Est-ce que on donne ou pas un probiotique? Au niveau des pédiatres néonataux et des gynécos avec qui j'ai pu échanger sur ce sujet, il n'y a absolument pas de consensus. Je dirais voilà, pour différentes raisons et ça va dépendre aussi beaucoup du temps. Est-ce que c'est un enfant qui est né très en avance ou pas? Entre un enfant qui est né à 28 semaines et un enfant qui est né à 34, on ne va pas, ou à 36, on va pas avoir forcément la même attitude. Je dirais que la règle, entre guillemets, qui ressort, moi, de ces discussions, c'est que à partir du moment où l'enfant est allaité, on va passer par la maman. Donc je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, dès qu'on peut, on va passer par la maman. Si il n'est pas allaité pour différentes raisons, à ce moment-là se pose la question. Maintenant, à partir du moment où il a une alimentation qui est diversifiée par la force des choses, donc que ça passe par le tube digestif, on pourrait mettre effectivement l'Ergiquide infantis, on pourrait mettre un probiotique. Maintenant, c'est du cas par cas, mais c'est une question voilà, que je vous envoie. Et s'il y en a qui ont des infos et des réponses, je suis preneur. Alors l'intérêt de cette formule, c'est qu'il y a un équilibre, la bifido-lactobacille qui est donc 50-50. Pourquoi? Parce que le microbiote de l'enfant est d'abord et avant tout lié au bifidobacterium. Un enfant allaité va majoritairement développer des bifidobactéries. D'ailleurs, le lait maternel comme le colostrum sont bifidogènes. Ils vont donc favoriser d'abord la croissance des bifidobactéries. C'est ensuite, via la diversification alimentaire, que la flore intestinale va se rééquilibrer vers les lactobacilles et l'équilibre va s'inverser, les lactobacilles devenant majoritaires par rapport aux bifidobactéries. Donc cette formule de l'Ergiquide infantis, vraiment adaptée aux tout petits, avec le compte-gouttes, le styli-goutte, qui est vraiment pratique, qui permet de donner facilement dans la bouche directement de l'enfant. Personnellement, je ne passe jamais par la cuillère. Enfin, je ne conseille jamais de passer par une cuillère. On passe directement dans la bouche, que l'enfant soit allaité ou au biberon ou à la panade, qu'importe, lui donner directement en bouche est plus intéressant que le donner dans une cuillère, à mon avis. Très important, quand vous conseillez l'Ergiquide infantis, c'est un produit qui se conserve comme beaucoup au frigo, comme tous les probiotiques de la gamme Nutergia. C'est marqué de conserver à 4 degrés. Alors cette conservation au frigo est importante si on veut préserver le produit longtemps.
Chez un patient qui utilise le produit quotidiennement, je ne le fais jamais mettre au frigo. Par contre, on va éviter les zones de chaleur ou les zones de variation de température. Donc la cuisine est généralement pas un bon endroit. Euh, la salle de bain non plus, puisqu'on va la chauffer. Donc les deux choses que craignent les probiotiques, ce sont les différences de température et l'humidité pour ceux qui sont en gélule. Donc on va trouver une solution. Là de nouveau, c'est du cas par cas. Moi, ce que j'aime bien, c'est la chambre de l'enfant. Comme ça, hop, au moment où il se lève, on lui donne ses gouttes. On est loin des repas, on est loin d'une prise alimentaire et c'est fait. Élément pratique important, la première fois qu'on va utiliser Allergiquil infantis, donc à chaque fois qu'on utilise un nouveau flacon, il faut l'agiter longtemps, de façon à l'homogénéiser. Mieux il sera homogénéisé à ce moment-là, et moins il y a de risque que les probiotiques se redéposent au fond. Donc il faut vraiment le mélanger de façon importante la première fois, et ensuite il suffit d'agiter 2-3 fois et tout se remet normalement en suspension sans problème. Mais la première agitation doit être vraiment longue. Alors quand je dis longue, c'est vraiment en général quand je conseille à un patient ou quand on me demande le conseil, c'est de dire 3-4 minutes minimum, de façon à avoir espéré 1 ou 2 minutes d'agitation. Mais c'est vraiment ce qui est important, c'est de l'agiter au départ. Bien l'homogénéiser. Alors, autre cas pratique, Arthur, il consulte parce qu'il a des rhinopharyngites à répétition et une sensibilité de la sphère ORL. Alors que ce soit, je dirais, chez le médecin, chez le pharmacien ou chez un naturopathe, je dirais la première chose qu'on va pouvoir lui conseiller, c'est de diminuer ses symptômes, donc de favoriser une diminution des symptômes. Et là, on va conseiller l'Ergifilus plus défense à raison de 3 gélules par jour. Et comme c'est un enfant, l'Ergiquid Immuno Plus, vous allez voir dans les cas pratiques, je me suis surtout intéressé aux enfants. L'Ergiquid Immuno Plus, 10 millilitres 2 fois par jour, le plus tôt possible. Et là, je dirais que ce soit lié à une infection ou à une allergie, on est sur le même principe. L'Immunoplus va être intéressant parce qu'il diminue la réaction inflammatoire, notamment via l'érisinome. On va le voir juste après, hein. Je vous ai mis la composition juste après. Ce qui va être vraiment aussi intéressant et ce qu'on va conseiller maintenant pour prévenir tout ce qui est allergie saisonnière, ça va être le fond. Donc là, on va travailler sur des périodes de 1 à 2 mois avec l'Ergifilus plus défense, mais là, 1 à 2 gélules par jour en fonction de l'âge. Alors ça peut être l'Ergicil infantis en fonction de l'âge de l'enfant. Sinon, c'est l'Ergifilus plus défense dès que l'enfant s'est avalé des gélules, ou sinon on peut ouvrir dans l'alimentation, ça pose pas de problème. 1 à 2 gélules par jour, si possible, c'est mieux à distance des repas. Maintenant, si effectivement c'est un enfant et qu'on lui met dans la panade ou dans le lait, ce sera pendant le repas. C'est pas grave, ça fonctionne aussi. De mon avis, c'est un petit peu moins efficace, mais j'ai énormément d'amis médecins qui mettent ça tout le temps au moment du repas parce que c'est plus facile pour les gens et ça fonctionne aussi. C'est peut-être pas optimal, mais ça fonctionne, c'est le principal. Alors l'Ergiquid Vita Plus, pourquoi? Parce que donner des vitamines en prévention, c'est important, c'est stimuler, rééquilibrer le système immunitaire. Et je rappelle la vitamine D. Donc là, chez Arthur, on sera sur 3 gouttes d'RJD, parce que là, on est dans les recommandations de l'ONE, 600 unités de vitamine D chez un enfant de 8 ans, c'est ce que conseille l'ONE. Moi, je suis un peu plus variable, ça dépend de l'enfance, ça dépend aussi de sa couleur de peau, ça dépend de si j'ai une analyse de sang qui me donne son statut en vitamine D, ça dépend de son alimentation, ça dépend de beaucoup de choses. Je suis pas aussi rigoureux sur le nombre de gouttes et ça dépend aussi du statut éventuellement des parents et de leur façon de s'alimenter. Donc ça peut être très variable. Alors, l'Ergikit Vita Plus, rapidement, c'est un multivitamine complet qui apporte aussi du magnésium, du zinc et de l'iode. Alors, j'ai pas beaucoup parlé de l'intérêt des minéraux dans les allergies, mais bien évidemment, c'est extrêmement intéressant. Et notamment le magnésium et le zinc qui sont des cofacteurs de la DAO, donc l'enzyme qui dégrade l'histamine.
Et on sait que dans les problèmes d'allergie, il y a parfois, notamment, je parlais tout à l'heure des intolérances à l'histamine, c'est parfois une hypofonction de la DAO qui va amplifier en tout cas le risque de réponse allergique ou d'intolérance. Donc, apporter quelques minéraux, c'est pour ça aussi que d'ailleurs je vous ai parlé d'oligomax multiminéral. Il faut apporter des oligoéléments, c'est intéressant, c'est important pour réguler et l'inflammation et la réponse allergique ou l'intolérance. Et l'iode, on oublie que la thyroïde est un élément extrêmement important de la régulation, notamment hormonale, et donc du système de la réponse immunitaire. Donc là, il y a des liens, de nouveau, je vais pas rentrer parce qu'on n'a vraiment pas le temps, mais les liens entre thyroïde, système immunitaire et système nerveux sont importants. Et donc, être sûr que l'enfant ait un minimum d'iode pour que sa thyroïde fonctionne est intéressant. Donc, l'Ergikit Vita Plus, c'est une forme qui plaît en général aux enfants, donc légèrement sucrée. Pour donner un ordre d'idée, une dose d'Ergikit Vita Plus, donc 10 millilitres, ça correspond plus ou moins à un quart de pomme, enfin une tranche de pomme en termes de quantité de sucre. L'RJD et l'RJD+, sont copains, donc la différence entre les deux, l'RJD, on est sur 200 unités internationales de vitamine D par goutte, l'RJD+, on est à 800 unités par goutte. Donc là, en fonction du dosage de vitamine D que vous voulez donner, on va aller plutôt sur l'RJD ou sur l'RJD+. En général, chez les enfants, on est sur l'RJD, parce que rien n'empêche d'augmenter le nombre de gouttes si on veut faire la famille et donner à un plus grand ou à un adulte. C'est plus facile de partir avec l'RJD et d'augmenter le nombre de gouttes. Il n'y a pas je dirais, de limite, puisqu'on entend quand même très souvent des prises quotidiennes au-delà de 800 unités jour, et il est fréquent d'avoir des prescriptions ou des conseils à 3-4 gouttes d'RJD+ par jour. Donc là, on est sur du 2400, voire plus unités jour. Une particularité, donc l'RJD comme l'RJD+, peuvent être pris en sublingual, donc pris directement en bouche. L'intérêt, c'est qu'on a une muqueuse sublinguale qui est très très intéressante, et en particulier dans le cas des allergies saisonnières, c'est intéressant de prendre par ce biais parce qu'on est très proche de la muqueuse nasale et que la recharge en vitamine D des cellules de l'environnement de la muqueuse buccale va être plus important. Et après, on a une répartition sur l'ensemble de l'organisme. Très rapidement, une autre façon de conseiller, que ce soit l'RJD ou l'RJD+, je sais que ça surprend toujours les gens, notamment les thérapeutes, mais ça fonctionne très très bien, c'est la prise percutanée. On oublie que notre peau est un organe qui assimile très très bien, en particulier tout ce qui est purement lipidique, ce qui est le cas avec l'RJD et l'RJD+. Donc on peut le faire prendre par la peau. Alors chez un enfant, un tout petit, on peut le masser n'importe où. De toute façon, sa peau résorbe. Dans le cas d'allergies saisonnières, de nouveau, par exemple, masser au niveau des pommettes et du nez peut être intéressant parce que, alors c'est pas l'endroit où on va avoir le plus de pénétration, mais on est directement dans les zones concernées. Après, le dos de la main ou les zones proches des nœuds lymphatiques vont être intéressantes. Donc un produit qui a tout à fait sa place ici. Autre cas, Victor, donc là on est chez un enfant qui est un petit peu plus âgé, 13 ans. Les conseils hygiéno-diététiques que j'ai mis ici sont bien évidemment, vous allez les mêmes pour un adulte ou pour, comment est-ce qu'il s'appelait, Arthur, qu'on a vu précédemment. Conseiller des acides gras de qualité, des acides gras polyinsaturés dans l'alimentation. Augmenter les sources de probiotiques alimentaires, donc tout ce qui est lactofermenté, choucroute, kéfir, yaourt maison, etc. Diminuer au maximum les aliments potentiellement allergisants, donc notamment tous les ultra transformés et tout ce qui est sucre direct. Donc là, on a c'est toujours les mêmes conseils qui reviennent, mais c'est vraiment intéressant, et on a des diminutions des réponses inflammatoires et allergiques
qui peuvent aller très très vite si on a des conseils bien ciblés et bien suivis surtout par l'enfant ou par l'adulte. Donc là, Victor, c'est le cas typique. Je sais pas pourquoi je l'ai pris chez un enfant, mais j'aurais pu le mettre exactement le même chez un adulte. Des problématiques intestinales, des intolérances et des allergies alimentaires, des rhinites allergiques et un terrain familial, donc des antécédents familiaux qui sont importants. Donc là, on va partir, sauf si on le voit au moment d'une crise, on va partir en première intention. On va parler d'Ergiflus plus défense, je vais pas revenir dessus, et du synerbiol. Alors le synerbiol, pourquoi? Parce qu'il apporte un équilibre oméga 3, oméga 6 intéressant. On est sur 4 oméga 6 pour un oméga 3. Euh, les oméga 6 sont importants quand ils sont de bonne qualité. Et il est vraiment important d'apporter, notamment chez les patients allergiques, des oméga 6 de bonne qualité. Les oméga 3 aussi, mais les oméga 6, on a tendance à les diaboliser parce qu'ils sont les précurseurs des PGE2, mais ils sont aussi précurseurs des PGE3 et des PGE1. Donc, je veux dire, il y a un moment donné, il faut apporter des oméga 6 de très bonne qualité et les précurseurs, donc les débuts de chaîne et pas les longues chaînes, donc pas l'acide arachidonique que lui on va éviter chez ces patients. D'où l'intérêt là du synerbiol. Et se rappeler, ce sont des produits, donc le synerbiol, c'est un produit qu'on va toujours conseiller en début de repas. Parce que dans notre organisme, il y a des systèmes de régulation au niveau de la résorption, notamment du gras. Et ce qui arrive en tout début de repas, en début de bol alimentaire, va passer préférentiellement par rapport à du gras qui va arriver un petit peu plus tard dans le bol alimentaire. Donc, toujours conseiller le synerbiol en tout début de repas. Évitez de prendre quelque chose de très chaud ou de très froid juste dessus. On va rester sur quelque chose qui est à température raisonnable. Alors, je ne vais pas vous détailler, vous reprendre tous les produits sur la dia, juste des groupes qui peuvent être intéressants. C'est là, on est dans l'urgence. Qu'est-ce qu'on peut faire chez un patient qui est en crise? En moi, il y a un produit que j'adore et qui fonctionne très bien, c'est le desmodium. Alors là, l'allergie desmodium, qui va à la fois fonctionner sur la crise, donc diminuer l'inflammation du moment. Moi, j'ai tendance à ce moment-là à conseiller 5 à 10 millilitres répétés toutes les heures et demie, 2 heures, et conseiller en alternance l'Ergy C400, donc de la vitamine C, qu'on va diluer dans un peu d'eau, dans de l'eau, dans un verre d'eau, et ça toutes les deux, heures et demie, 2 heures aussi, de façon à réguler. Là, on est vraiment sur réguler une crise qui démarre. Alors, c'est pas 100%, loin de là. Hein. Moi, je connais pas de produit qui fonctionne à 100% pour couper, que ce soit une crise d'allergie ou une réponse d'intolérance. Mais ça fonctionne généralement assez bien, rapidement. Et plus on va le répéter, donc plus souvent on va le faire, et en général, mieux les personnes répondent. Donc les premières fois, on répond un peu moins bien, puis au fur et à mesure, on va répondre de mieux en mieux. Maintenant, moi, j'ai des gens qui n'ont jamais répondu. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et d'autres qui répondent dès la première fois et chez qui ça marche 100% des cas. Après, si on est dans une notion plus au long cours, l'ergie épure peut être intéressant. C'est pour ça que je l'ai mis en tout petit, mais on est plus dans une deuxième phase. Le biortox, donc les antioxydants qui vont venir aider pour moduler, réguler l'inflammation. Je sais que j'ai des retours de personnes qui l'utilisent en première intention, donc pour moduler, couper une réaction allergique. Là, il monte très haut dans la posologie, puisqu'on est généralement sur 9-12 gélules par jour. Personnellement, je n'en ai pas l'expérience, mais je sais que ça se fait. Pareil avec l'RJ3, hein, donc là des oméga 3. Je sais que certains vont conseiller 9, 12, voire un peu plus capsules par jour pour couper une inflammation. De nouveau, je n'en ai pas l'expérience, je sais juste que ça se fait. Moi, je préfère utiliser ce genre de produit, que ce soit le Biortox ou les acides gras, que ce soit Synerbiol ou RJ3, beaucoup plus en traitement de fond pour renforcer les muqueuses et renforcer notamment les jonctions serrées, que ce soit au niveau de mes muqueuses ORL ou des muqueuses intestinales. Et je vous ai quand même remis l'Ergicalm, parce que le lien
stress, système nerveux et allergie est à peu près démontré aujourd'hui, en tout cas quasiment accepté, j'aimerais dire, par tous. Et donc, il est important de permettre aux gens qui ont des allergies de rééquilibrer leur système ortho et parasympathique. Plus on est dans le para, et plus on va être sensible et réactif. Il faut donc permettre aux gens, et là je vous engage donc à conseiller l'Ergicalm, mais aussi à conseiller des stratégies méditation, respiration, qui vont vraiment aider ces patients. Et dernier cas que dont je vais parler aujourd'hui, donc là on va être sur quelque chose de très général, je vais revenir sur le Yomet. Donc accompagner la prise antihistaminique quand vous avez quelqu'un qui vous décrit, ou que ce soit, donc là j'ai mis le cas de la pharmacienne qui reçoit un patient au comptoir, et que ce soit au cabinet, que ce soit au cabinet médical ou autre, diététicien, ostéopathe qui vous parle, qui prend des antihistaminiques, je vous engage quand même à vraiment faire une étude holistique de cette personne, et là le Yomet peut vraiment beaucoup vous aider, et il va vous permettre de personnaliser l'accompagnement vraiment en fonction des terrains du patient. Et vous voyez qu'en fonction des terrains, on va aller s'orienter vers des produits un petit peu différents. Donc, dans le cas d'un terrain carencé en acides gras, sur des acides gras, et sur un terrain inflammatoire au niveau intestinal, on va travailler sur l'inflammation intestinale ou sur le système nerveux. Donc là, le fait de connaître l'équilibre, les déséquilibres micronutritionnels du patient est vraiment très intéressant dans le cas de l'accompagnement de patients qui ont des allergies, et en particulier des allergies saisonnières. Et là, au sortir de cette période de fête, où beaucoup ont fait quelques abus, un petit drainage bien ciblé, donc en fonction du profil du patient, est vraiment un atout pour diminuer sa réactivité qui va démarrer, enfin ces réactions allergiques qui vont démarrer, qui vont pas tarder. Je ne sais pas si les pollens on n'a pas annoncé déjà que quelques pollens sortaient, mais en tout cas, si c'est pas le cas maintenant, c'est d'ici 2-3 semaines maximum qu'on va commencer à avoir la sortie des pollens, et donc les premières réactions d'allergie saisonnière. Donc renforcer le système maintenant est vraiment important. On est encore à temps. Enfin, c'est en fonction des types de pollen. Voilà, j'en ai terminé pour les cas pratiques. Si jamais vous voulez aller plus loin, bien, je vous engage éventuellement à vous rapprocher de votre délégué pour pouvoir vous inscrire à l'e-campus. Donc vous avez ici la liaison pour pouvoir demander en tout cas votre inscription. Si vous avez des questions concernant cette présentation et auquel je ne répondrai pas dans les quelques minutes qui suivent, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à info@nutergia.be, j'y répondrai le plus rapidement possible. Voilà, j'espère que Solène, tu es toujours là et que je te laisse la parole. Voilà, j'ai un problème avec mon micro. Merci pour la présentation, Bruno. Je vous laisse regarder un peu les questions. On va essayer de répondre à un maximum de questions, en effet. Pour rappel, vous pouvez également voter pour les questions que vous trouvez particulièrement pertinentes, et on commencera par celle-ci à la fin. Donc, c'est dans la rubrique questions. Et en attendant, 2 petits mots sur SimplyCure, donc qui proposait ce webinaire aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme, SimplyCure, c'est une plateforme qui vous permet de faire des recommandations de compléments alimentaires à vos patients, à vos clients. L'idée, c'est que vous allez y retrouver une 60aine de laboratoires et que vous pouvez créer des recommandations de produits, donc de différents labos si vous le souhaitez. Envoyer un lien unique de recommandation à votre patient qui n'a qu'une seule commande à faire. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne avant de passer aux questions. Pour rappel aussi, d'ailleurs, ici, c'est la page d'accueil de SimplyCure. Vous retrouverez tous les replays de nos formations, des webinaires directement depuis l'outil. Donc, vous avez toujours cet accès ici. Donc, n'hésitez pas, je pense qu'on postera celui qu'on vient de faire ici dans l'après-midi. Pour créer une recommandation, vous allez sur Nouvelle recommandation. Vous sélectionnez tout simplement la personne concernée, donc votre client ou votre patient. Et après, vous pouvez ajouter donc des produits. Donc, sur le catalogue, on est à plus de presque 1200 références aujourd'hui. Du coup, si on veut retrouver, par exemple, si on a parlé des protocoles, par exemple,
Pour les enfants qu'on a vu aujourd'hui avec le laboratoire Nutergia, vous allez dans marque, vous cherchez Nutergia, et puis ensuite, vous allez pouvoir cibler un peu plus en allant dans objectifs santé et en recherchant sur enfants les différents produits. Et donc là, vous allez retrouver par exemple le RG Kit Vita, Vita Plus, où vous avez toujours sur les fiches produits un descriptif, la formulation, et puis bien sûr en bas, tout ce qui est conseil d'utilisation et potentielle contre-indication du produit. Si le produit vous convient et que vous souhaitez l'ajouter à la recommandation, vous cliquez tout simplement sur Ajouter. Et de cette manière, vous allez pouvoir ajouter donc différents produits. Si on cherche un peu les probiotiques, par exemple, qu'on a présentés aussi, vous cliquez sur Ajouter ici. Et ce produit-ci également, par exemple, Ergikid Immuno. Donc, vous ajoutez tous les différents produits. Après, vous pouvez changer les instructions de prise, donc les conseils d'utilisation pour le patient ou pour le client, tout simplement ici sur cette page. Vous pouvez mettre toutes les notes que vous souhaitez. Et après, dès que vous cliquez sur Envoyer, en bas à droite, votre client reçoit donc un mail avec sa recommandation et il n'a plus qu'à passer commande et il reçoit tout directement chez lui. La livraison est en plus très rapide, c'est sous 3 jours que c'est reçu. Je vous montre un peu comment ça se présente pour le client. S'il ouvre sa boîte mail et qu'il clique sur le lien, il va arriver sur cette page où il voit les différents produits que vous avez recommandés et il n'a plus qu'à faire continuer vers le paiement. Donc pour tout recevoir chez lui, comme je le disais. Donc voilà, l'idée c'était de vous montrer que c'était très simple d'utilisation. Hop, alors voilà. Vous avez donc plus de 60 laboratoires et plus de 1000 références aujourd'hui. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps quand vous créez des recommandations et d'améliorer l'adhésion aux recommandations. En plus de ça, vous pouvez faire bénéficier de certains avantages à vos clients, donc des réductions sur leurs commandes également. C'est une plateforme qui est entièrement gratuite, donc je vais vous partager le lien pour ceux qui potentiellement ne connaissent pas encore. Vous pouvez faire une demande de compte et après, nous, on vous contactera pour vous présenter tout ça. Et je vous invite également donc à nos prochains webinaires. Donc ce jeudi, on fait un webinaire avec NutriPure sur le stress. Et puis la semaine prochaine, avec Biotalasol, on va parler des plasmas marins. Donc voilà, vous aurez bien sûr tous les replays, comme je le disais, sur la plateforme SimpliCure directement. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Alors, hop. Voilà. Alors, pouvez-vous redonner le nom du questionnaire pour les allergies micronutrition? Alors, le questionnaire n'est pas spécifique aux allergies, donc c'est le questionnaire IOMET, IOMET, que vous retrouverez sur le site Nutergia, en tout cas, les informations. Et sinon, contactez votre délégué qui vous donnera toutes les informations possibles et imaginables dont vous avez besoin pour vous connecter et l'utiliser. C'est un questionnaire qui est réservé aux professionnels de santé. Merci. Alors, les intolérances seraient à croiser avec dopamine, sérotonine, acétylcholine, etc. Oui, effectivement, je ne suis pas du tout rentré dans le détail parce que ce serait, il faudrait au moins 2 ou 3 jours pour le faire, mais juste penser au glutamate et au GABA. Je pense que tout le monde a entendu parler du syndrome du resto chinois. C'est quoi le syndrome du resto chinois? C'est quelqu'un qui va manger une alimentation qui contient du glutamate, qui est le précurseur donc de l'acide glutamique et du GABA, et qui va réagir par une réaction allergique. Mais effectivement, il y a des liens, notamment au niveau de la dopamine. En tout cas, moi, je connais plus par rapport à la dopamine, qui augmenterait les sensibilités et la réactivité des personnes. Donc, l'équilibre neuromédiateur est important dans la capacité à répondre à des éléments externes, des agresseurs qui sont reconnus comme des agresseurs, donc les allergies ou les intolérances. D'accord. Alors, est-ce que donner de la quercétine peut tempérer le système immunitaire? Oui, la quercétine fait partie des éléments que l'on va conseiller. Alors, je suis pas rentré dans tout le détail des produits, mais vous la retrouvez, je voudrais pas dire de bêtises, mais dans l'RJC+ et dans le Biortox. Mais effectivement, ça fait partie. Tout ce qui est antioxydants et polyphénols en particulier vont être intéressants. La quercétine en particulier parce qu'elle a été publiée dessus. Maintenant, il y a d'autres polyphénols qui sont aussi intéressants. Le resveratrol, j'arrive pas à retrouver le nom de celui qu'on retrouve dans le pain. Il y a beaucoup de polyphénols qui sont intéressants.
Mais effectivement, la quercétine est une voie intéressante. Alors, combien de temps doit durer une cure de fond chez un enfant de 3-6 ans ou 6 ans et plus? Alors là, je vais répondre à la normande, comme vous voulez, un peu plus ou un peu moins. Alors pourquoi? Parce que ça dépend de la réponse de l'enfant. S'il répond très bien à l'accompagnement que vous lui proposez, ça peut ne durer que 2, 3, 4 mois. Par contre, moi je connais des gens chez qui on a mis des accompagnements depuis plusieurs années et qui n'en sont toujours pas quittes, mais qui sont toujours sensibles, mais chez qui la sensibilité a très très fortement diminué, mais on n'a pas, enfin quand je dis on, c'est la personne qui le suit et le patient, parce que c'est un travail des deux, c'est pas résorbé complètement. Parfois on y arrive, à ce qu'il n'y ait plus de sensibilité, ou en tout cas à ce qu'il n'y ait plus de sensibilité gênante, mais c'est quand même relativement rare. En général, c'est quand même des accompagnements et une prise en charge du patient par lui-même tout au long de sa vie. Ok. Alors, compte tenu que les probiotiques sont sensibles à l'acidité de l'estomac, une fois si la gélule est ouverte donc par la maman puis avalée, est-ce qu'elle aura réellement une efficacité? Alors, je vais répondre de plusieurs façons. D'abord, les lactobacilles. Donc, la plupart des lactobacilles résistent à une acidité entre 2 et 3. Donc, dans le bol alimentaire, l'acidité monte à 4, 4,5, normalement. Donc, en théorie, en tout cas, tout ce qui est lactobacille va résister sans aucun problème. C'est un petit peu différent des bifidobactéries qui, elles, résistent beaucoup moins bien à l'acidité et risquent d'être tuées, en tout cas en partie tuées, détruites par l'acidité gastrique, effectivement. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, alors il y a le côté directement réensemencé avec cette flore-là, mais quand on donne même des probiotiques morts, ce qui est le cas là des bifidobactéries dans le bol alimentaire, vous allez quand même donner des facteurs de croissance et des informations, toute une série d'informations qui vont favoriser la croissance des bifidobactéries de la flore intestinale de la personne. C'est pour ça qu'en général, on conseille de le prendre à jeun, parce que là, ça passe directement au niveau de l'intestin, ça ne reste pas dans l'estomac. Mais voilà, entre ne rien avoir du tout, c'est-à-dire ne pas le prendre, et en avoir un petit peu moins, je préfère le un petit peu moins, même si effectivement c'est un peu moins efficace, en tout cas en termes de bifidobactéries, Ok. quand ça reste dans le bol alimentaire. Très clair. Alors, est-ce qu'il existe un test pour déceler l'intolérance à la tyramine? Comment accompagner cette intolérance par l'assiette ou est-ce qu'il y a des compléments alimentaires? Alors là, je suis pas du tout spécialiste pour la tyramine, je ne sais pas s'il y a des tests spécifiques, très certainement qu'il en existe. Autant j'avoue, je me suis beaucoup intéressé aux intolérances à l'histamine parce que c'est quelque chose que dans les gens qui me consultent, qui me demandent, c'est quelque chose que j'ai effectivement mis souvent en exergue. Maintenant, pour la tyramine, je dirais de toute façon, ça doit passer par l'assiette et les compléments alimentaires vont venir conforter, vont venir faire gagner du temps, notamment quand vous avez comment ça s'appelle, une inflammation chronique. Donc, chez tous ces patients, il faut réguler l'inflammation. Il faut prendre en charge l'inflammation, les aider à prendre en charge l'inflammation. Donc le faire de façon uniquement par l'assiette et par l'hygiène de vie, à mon sens, c'est utopique. Mhm. Donc là, il faut passer par des compléments alimentaires. Ça va vraiment, de toute façon, faire gagner énormément de temps. Et alors, c'est pas qu'on n'ait pas toujours le temps, mais plus on va réguler l'inflammation vite, moins il va y avoir d'effets délétères au niveau de l'organisme et du métabolisme. Ok. Voilà. Euh, alors, est-ce que vous pouvez expliquer la relation entre le fait que l'intolérance aux odeurs ou à la lumière déclenche une réaction inflammatoire? Alors c'est dans les deux sens, hein. C'est en général s'il y a d'abord il y a une inflammation au niveau du système nerveux central qui fait que l'on va être moins réceptif, notamment au message de la sérotonine.
Et le fait de recevoir cette information, que ce soit lumineuse ou au niveau des odeurs, va stimuler des réponses, et ces réponses sont inflammatoires. Donc c'est dans les deux sens. C'est pas l'un qui déclenche l'autre, c'est les deux. Quand vous vous sentez agressé par la lumière au niveau oculaire, que vous soyez intolérant ou pas, vous déclenchez une réaction inflammatoire. C'est une agression. À toute agression, vous répondez par une inflammation. Une inflammation, la lumière cesse. Si si vos yeux sont en très bonne santé, vous êtes en bonne santé, dès que l'agression cesse, l'inflammation va se résorber très 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 vite. C'est normal. Au niveau des odeurs, c'est la même chose. Ça va en fait agresser votre muqueuse nasale. Donc, ce sont des molécules qui vont passer à travers la muqueuse nasale et qui vont l'irriter. Si elle est déjà enflammée au départ. Je ne connais pas, enfin a priori comme ça, j'ai pas vu que les odeurs déclenchent directement l'inflammation au niveau de la muqueuse nasale. Mais derrière, il y a une réponse inflammatoire. Donc là, c'est un système de chat qui se mord la queue. Alors, Desmodium plus vitamine C, enfant de 13 ans lors d'une crise d'allergie aux antibiotiques. C'est une question. Donc, est-ce que ce serait un bon protocole pour un enfant de 13 ans? Alors, s'il y a prise d'antibiotiques, ça veut dire qu'il y a problème médical. Et là, je renverrai au médecin. Éventuellement, on peut lui conseiller, mais attention, là, on est dans du pur médical, donc la crise d'allergie, l'allergie à un antibiotique, ça peut être extrêmement grave. Donc là, moi, je renverrai directement voir aux urgences. Oui. C'est pas trop jouer à l'apprenti sorcier non plus. Non, c'est sûr. RG Desmodium, à partir de quel âge, d'après votre expérience? Alors, officiellement, là, j'ai d'abord vous donner la réponse réglementaire, comme toutes les plantes, à partir de 3 ans. Minimum. Voilà. De mon expérience, on peut le donner, il n'y a pas de souci. C'est la seule plante qui, à ma connaissance, et là je dis à ma connaissance, ne présente aucune toxicité, quelle que soit la dose. Voilà. Quel probiotique est acquis à maman ou au bébé pour les allergies aux protéines de lait de vache dès les premiers signes, deuxième semaine, premier mois, deuxième mois? Attends, faut que je retrouve la question parce que Oui, il y a beaucoup de points d'interrogation dans la question. c'est à la. Ouais, elle est plutôt sur la fin. C'est Anne qui nous demande quel probiotique est acquis. Donc, si c'est une allergie aux protéines de lait de vache, est-ce qu'on donnerait plutôt le probiotique au bébé ou à la maman? Et à quel moment? Je pense que c'est plutôt ça, la question. Bon, on va partir là-dessus. Si c'est une allergie au lait de vache, d'abord, on va supprimer tout ce qui est lait de vache. J'ai vu une question qui passait, je n'ai pas systématiquement repris le fait qu'il fallait faire une éviction de l'allergène, mais oui, c'est à partir du moment où on connaît l'allergène, faire une éviction, c'est le b.a.-ba, c'est la base. Donc si l'enfant est allergique au lait de vache, on peut essayer de pousser un petit peu pour voir est-ce que c'est une vraie allergie ou est-ce que c'est une intolérance. Est-ce que c'est plutôt, donc si c'est une intolérance, plutôt au lactose ou plutôt aux protéines du lait de vache. Et après, au niveau du probiotique, de toute façon, si l'enfant n'est plus allaité, on va donner le probiotique à l'enfant. S'il est allaité, on peut se poser la question et on peut éventuellement doubler ce que j'ai dit, je pense, pendant la présentation. On peut en donner un petit peu à la maman, un petit peu à l'enfant, ça pose pas de problème. Maintenant, s'il y a un tout petit, on le donne à la maman. Enfin, s'il y a un tout petit qui est allaité, on le donne à la maman. La technique du mamelon, c'est une technique qui est très utilisée par les sages-femmes, par exemple, pour réguler des problématiques digestives chez un petit. Donc, on peut le donner aux deux et pas doubler la dose. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est ouvrir une gélule, on en donne une partie à la maman, une partie à l'enfant. Et si on utilise Ergiquide infantis, rien n'empêche la maman de prendre une ou deux gouttes. Comme ça, on n'a pas deux produits. Alors, est-ce que le RJ, donc RJ+, je pense que c'est l'Argifilus Défense Plus, est-ce qu'il est adapté s'il y a des FODMAP,
s'il y a des problèmes avec les FODMAP. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Normalement, il est adapté pour tous les allergiques. Maintenant, on peut toujours trouver quelqu'un qui répond, enfin, qui réagisse, hein, mais je dirais le cas le plus. Je vais juste citer un cas parce que il m'est resté, et c'est un cas que il y a presque 20 ans maintenant. C'est un patient qui réagissait à un probiotique et en fait, il était intolérant au lactobacille. Donc autant vous dire que le médecin qui le suivait s'est un peu arraché les cheveux pour l'aider. J'imagine. Donc on trouve de tout, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre auquel on n'a pas répondu? Ça, on a vu. Pour tout ce qui va être plutôt inconfort intestinaux, en général, vous recommandez les probiotiques combien de temps pour tout ce qui est gaz, ballonnement? Là, je vais refaire la même réponse que tout à l'heure. Ça dépend. Il y a des gens qui répondent très très vite. Ça dépend si c'est chronique, pas chronique. En général, les gens sentent une différence, on va dire, entre une semaine et 1 à 2 semaines de prise. Maintenant, si c'est une prise importante de probiotiques, sur les ballonnements, ça peut être du jour au lendemain, hein. Ouais. Là, ça dépend vraiment des gens. Il n'y a pas de règle, hein. Et quel que soit le probiotique, je dirais que ce soit un probiotique Nutergia ou autre, parce que dans mon cabinet, je ne travaille pas qu'avec les probiotiques Nutergia, il n'y a pas de règle, ça dépend des gens. Je Ouais. pense que la règle, c'est la personnalisation. Ok. Alors, ça on a vu aussi. Oui, il y a quelqu'un qui me demandait aussi les références de l'article cité sur les parasitoses versus maladies auto-immunes. Donc ça, je ne sais pas si on pourrait éventuellement les transmettre en plus. Si elles étaient Alors, c'est disponibles. pas que je ne veuille pas, il faut que je les retrouve. Ouais. Et comme je vous dis, ce sont des références, ce sont des articles qui sont très anciens. Donc je suis pas sûr de les retrouver. Et c'est aussi pour ça que je les ai pas remis dans le diaporama. Donc si je les retrouve, il n'y a aucun problème, je les transmettrai. Donc Ok, je vous les très bien. donnerai, Solène, si je les retrouve, comme ça pourra transiter vers qui l'a demandé. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a répondu un peu quasiment toutes les questions de la rubrique questions. Je ne sais pas si vous, il y avait d'autres dans le chat. J'ai pas regardé s'il y a éventuellement des questions qui sont glissées là-dedans. J'ai une question aussi qui demandait si on allait élargir la gamme Nutergia sur Simplicure. Oui, bien sûr, toutes les semaines, on rajoute des références. Donc, oui. N'hésitez pas à faire des demandes sur le site aussi directement des produits qui vous semblent manquants. Comme ça, on peut les ajouter plus rapidement. Mais en tout cas, je vous remercie, Bruno, pour cette présentation et d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Merci à vous, merci à tout le monde de votre présence et de votre écoute. Et une très belle après-midi à tout le monde. Bon après-midi à tout le monde et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.